Ça, c'est la fonction de base. Vous verrez que dans 90% des scripts que vous allez utiliser, le if sera présent. Donc le if, c'est avec des accolades, un espace, et votre test au milieu. D'accord? Ensuite, on va voir les tests avancés. Donc, comme tout à l'heure, if, then, instruction, else, donc si j'ai ça, alors je fais ça, sinon, else, je fais ça. On va pouvoir imbriquer différents if les uns dans les autres. Mais dans ce cas-là, on va vite avoir un code qui va être très très lourd à comprendre. Vous voyez là dans le premier exemple, j'ai if condition then instruction, else if condition 2 then instruction, et imaginez que je le fais plusieurs fois. Ça va être vite très lourd et très complexe à maintenir. Vous avez donc du coup une alternative qui est le elif, qui est très très pratique, qui permet de ne pas rouvrir un deuxième if et de faire directement un deuxième test. En l'occurrence, je fais if condition 1, dans ce cas-là. Sinon, condition 2, point d'interrogation, je fais ça. Sinon, condition 3, et ainsi de suite, et à la fin, je fais bien entendu avec un else, pour dire que je ne fais plus de test, mais que j'aurai une instruction finale. Est-ce qu'au niveau de la structure, là, ça vous parle, c'est ou pas? Ouais. C'est comme le C. Exactement. Exactement. C'est la même logique. Oui. Une petite question, la différence entre le ampersand et le double ampersand. Ampersand, ça permet d'exécuter à la suite l'une de l'autre, mais quel que soit le résultat. Les deux et. Non. Ou point virgule aussi, ça marche de la même manière. C'est double point virgule, je crois. Non, c'est point virgule 5. Point virgule 5. Et le 2 fois et commercial, c'est uniquement si le premier s'est bien exécuté. Ensuite, pour, on va dire, les développeurs plutôt web, vous avez l'habitude d'utiliser un switch qui vous simplifie bien la vie, justement en disant je vais faire une série de tests par rapport à une variable. Sur Bash, ça existe, ça s'appelle le case. Le case, qui a, on va dire, à peu près la même structure, donc case, la valeur testée, in, et là on va lister les différentes valeurs possibles qu'il peut prendre. Donc en l'occurrence, valeur 1, je ferme ma parenthèse, et l'instruction que je vais réaliser derrière. Il faut bien penser à mettre 2 points virgules pour arriver à la fin, on va dire, d'un test. Si vous mettez un seul point virgule, il va croire qu'il va continuer à exécuter d'autres commandes derrière. Le double point virgule, c'est un peu de break, c'est vrai. C'est ça, c'est l'équivalent du break. Et le cas par défaut qui va être l'étoile, ou default, les deux fonctionnent. Ou par exemple, on peut dire qu'on fait un exit 1, et voilà. Et à la fin, pour fermer le switch, enfin en l'occurrence le case, c'est case mais à l'envers, les 5. Ok? Donc là, c'est bien pour des tests simples. Dans certains cas, on va vouloir faire, on va dire, des tests un petit peu plus poussés avec des boucles, comme vous le faites souvent avec un while, avec un for, etc. Bon, on va voir les mêmes choses qui sont disponibles dans Bash. Donc le premier qui va être le for. Alors je vous ai marqué les deux syntaxes disponibles. La deuxième, à mon avis, va beaucoup plus vous parler, si vous êtes développeur, par rapport à la première. La première qui va être for une variable ou un ensemble de variables. On va pouvoir lister for telle variable 1, telle variable 2. Imaginons un tableau. Je vais mettre variable 1, variable 2. In, ma liste d'éléments. Donc ça peut être justement l'affichage d'un tableau ou un fichier avec différentes lignes, avec différentes valeurs. Dans ce cas-là, do, et ensuite l'inscription jusqu'au done. Donc entre le do et le done, il va y avoir l'exécution de tout ce qu'on veut en faire avec variable 1, variable 2 et ainsi de suite. D'accord? L'autre expression, on va dire, qui est plus proche de ce que vous connaissez, donc il faut bien penser à mettre le double entre parenthèses. Initialisation, par exemple, i égale 0. Point virgule ma condition, i inférieur à 10. Incrémentation, i++. Ça, c'est une structure, je pense, qui est plus proche de ce que vous connaissez. Ça, merci à Bash, parce qu'avant, dans le SH, ça n'existait pas. Donc c'était beaucoup plus compliqué pour justement faire des tests, on va dire de manière simple. Vous aviez par contre deux autres styles de boucles qui existaient, qui sont until et while. Et while. Donc while, tout le monde connaît, qui veut dire tant que, et until, jusqu'à. En fait, on peut partir dans un sens ou dans un autre. La structure va être exactement la même, donc while condition ou until condition, do, done. Donc ça, pour ça, on va dire les boucles en bash, c'est très simple, c'est toujours le même type de choses. J'ouvre, do, done, je fais ma boucle à l'intérieur.
Pour les tests, on a vu c'était if, fi à la fin, et ensuite à l'intérieur, else, then else. D'accord? Est-ce que vous avez des questions par rapport déjà aux boucles et aux tests? Là. Toute petite sur, dans le for qui fait initialisation, condition, incrémentation. Dans condition, il faut mettre les square brackets ou par la peine? Le if, on met les square brackets ou tout le ouais. test. Là, on n'a pas besoin. Là, c'est des. Sur celui-là ici? Non, sur le deuxième. Sur le deuxième, non, on n'a pas besoin. Sur le deuxième, si on n'a plus besoin, on va dire des accolades, on a vraiment double parenthèse. C'était sur le condition qui a un test. Le condition, ici, ouais. on n'a rien besoin de mettre, on met juste la condition. Par exemple, I inférieur à 5. I est inférieur à 5. Voilà. Oui. Par rapport au premier for, ouais. Liste des valeurs, en gros, c'est un tableau directement passé en paramètre, en fait. Passé en paramètre ou un fichier, ou un flux. Ça peut être ce qu'on veut, en fait. Typiquement, si on veut donner, on va dire un tableau qui serait défini en une variable, ben on ferait ici un écho de mon tableau. Ok. Et du coup, ce serait écho variable. Non, oui, ce serait écho variable, c'est ça. Alors, au niveau du do. Au niveau du do, ce sera écho variable. Et on ferait un écho variable directement derrière si on veut, oui. Voilà, c'est ça. Pour récupérer la valeur, c'est écho variable. De la variable. L'intérêt ici, c'est, imaginons par exemple vous ayez un fichier, ou imaginons vous ayez une variable d'environnement. Vous allez vouloir avoir le résultat d'une expression. Vous avez donc les simples quotes, les doubles quotes, et vous avez ceux qui sont inversés. Là ici, imaginons à la place de liste de valeurs, je peux mettre mes quotes, on va dire inversées, et mettre une expression, donc un test, une fonction qui va être exécutée. Et le résultat de cette opération va être exécuté dans le for. D'accord? Donc imaginons, je fais un ls, un ls de tout un répertoire, et je veux que pour chacun des noms, il les traite dans le do. Ben, je vais faire entre backquote, ls, et automatiquement il va me récupérer, comme on avait vu tout à l'heure, ligne par ligne, les éléments qui seront donc dans $variable. Ok? Du coup, vu qu'on a fait ça, vu qu'on a vu le until et le while, je vais vous demander de faire un deuxième script qui va faire un peu appel à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc il va y avoir des variables d'environnement, il va y avoir une boucle, et il va y avoir, on va dire, pour ceux qui veulent aller plus loin, l'interaction avec l'utilisateur. Donc, créer un script nombre mystère, ce script qui permet de générer un nombre aléatoire entre 0 et 100. Donc je vous laisse regarder dans les variables système, vous allez voir qu'il y a une variable magique qui s'appelle random, qui va bien nous aider par rapport à ça, et ensuite que l'utilisateur doit trouver en un minimum de temps. Donc à chaque fois, on va avoir une proposition où l'utilisateur va devoir taper des chiffres, et ainsi de suite sur le système. D'accord? Je vais vous faire voir à quoi ça ressemble une fois qu'il fonctionne. Alors par contre, oui, ça je ne l'ai pas dit, à chaque fois que vous créez un script, il faut bien penser à faire un chmod plus X sur votre script, pour le rendre exécutable. D'accord? Sinon, à chaque fois, pour pouvoir l'exécuter, il faudrait que je fasse bash du nom de mon fichier, ce qui est un peu plus lourd. Plus X sur nom mystère. Entrer un nombre entre 1 et 100, par exemple, on peut mettre 50, trop petit. Voilà. Et donc je l'ai trouvé en CSC. D'accord? Pour récupérer les informations, ça je vous le dis parce que vous ne pouvez pas le deviner si vous ne connaissez pas, pour pouvoir avoir un prompt où je vais taper une commande, vous avez une commande qui s'appelle read. Read comme ça. Quand vous appelez cette commande read avec, par exemple, variable, automatiquement dans le script, il va y avoir un moment de pause, le curseur va apparaître et l'utilisateur devra taper quelque chose. Et pour accéder au contenu de ce qu'a tapé l'utilisateur, ben, j'appellerai $variable dans mon script.
variable random, elle est dans env, dans set, regarde. Elle est dans env. En fait, pour y accéder, tout bêtement, comme ça, je vais faire je vais afficher ici, echo de $random. Et là, vous voyez, si je l'exécute plusieurs fois, j'ai des chiffres. Donc, par contre, ils sont trop gros. Donc, nous, on veut un chiffre entre 0 et 100. Alors tenez, ça peut vous aider. Pour avoir le random sur 100, ça va être ça. Dollar, on a vu qu'entre parenthèses, on va avoir l'exécution d'une opération mathématique. Donc on va récupérer la variable $random, dans laquelle on va faire un %100, pour dire qu'on veut un chiffre sur 100 maximum. Donc si je fais ça, on est d'accord que je vais avoir un chiffre qui va varier entre 0 et 100. Donc ça va être votre nom de mystère. Merci beaucoup. De rien. Je crois que j'ai le même problème, j'arrive pas à affecter la... Même problème? la variable. Alors, le bash, même s'il est plus permissif que le SH, il n'aime pas les espaces, il n'aime pas le vide. Donc quand on fait une affectation, il ne faut pas d'espace. Ah non, c'est ouais, bon. Non, ici c'est pas gênant à l'intérieur, mais c'est vraiment au niveau de l'instanciation de la variable. Attendez, je vous affiche pas la totalité de mon code, mais juste les 10 premières lignes du script que j'ai créé. Donc, je fais mon nombre mystère qui est égal au random 100. Un compteur que j'initialise à 1, qui va me permettre de savoir en combien de fois l'utilisateur va trouver la bonne solution. Mon echo, qui permet de dire afficher un message sur la sortie standard, entrer un nombre compris entre 0 et 100. Et le read nombre. Read nombre qui va me permettre de stocker dans une variable nombre la valeur qui sera tapée par l'utilisateur. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ouvre un while où je fais un test de nombre s'il n'est pas égal au nombre mystère. S'il n'est pas égal au nombre mystère, je fais un if, lt pour letterland, et ensuite il y a d'autres instructions derrière, pour vous mettre un petit peu sur la piste. Est-ce que vous comprenez la logique déjà là? Moi, je comprends pas pourquoi il y a des guillemets doubles autour de la rond. Alors c'est juste pour éviter, on va dire, que des petits plaisantins s'amusent à faire de l'injection, etc. C'est de la normalisation de code. Voilà. On aurait pu ne pas les mettre. Avec un chiffre, ça marcherait. Mais voilà, ça peut poser des problèmes dans le sens où après il peut y avoir un code qui va s'exécuter, etc. C'est juste par convention.
Ouais. Il faut écrire le do ou pas? Ah oui, oui. Parce que dans le if. Alors dans le if, non. C'est vraiment dans les boucles. D'accord. Uniquement quand on est dans un while, dans un for, un until, là on a do et done entre les deux. Hop, je vais vous faire voir. C'est en fait à ce niveau-là ici. Par exemple pour un for, on va avoir variable in, do, done. Et dans notre cas ici, où moi j'ai utilisé un while, on a bien le while, la condition qui est entre parenthèses, et ensuite le do done pour dire c'est à cet endroit-là qu'on va faire les instructions. Et je ne me rappelle plus du tout comment fonctionne. Ah, ton fichier. Là, il est déjà ouvert. Tu fais 2 points. On propose d'éditer les bouches. Donc là, pour passer en mode insertion, c'est I. Non, I directement. Tu passes en mode insertion où tu peux écrire dedans. Dès que tu veux sortir, tu fais écrire. Ouais, je peux écrire dedans. Tu peux écrire dedans, voilà. Okay. Une fois que alors fais attention, parce que les flèches haut, flèches bas, ça te met des super caractères dans tous les sens. Quand tu veux te déplacer, échappe, et tu vas au bas, à droite, gauche. Okay. Pour enregistrer, tu fais échappe, 2 points W pour écrire, 2 points Q pour quitter. Ça marche. De rien. Le read, c'est pas comme ça que ça marche. Ah non. Non. C'est read et ensuite la variable dans laquelle vous voulez stocker le résultat qui sera tapé au clavier. En gros, comment ça va être défini? Tant que j'écris du texte, imaginons que j'exécute mon script là, donc nombre mystère, là, il en attend. Donc tant que j'écris dedans, ça va rentrer dans la variable nombre. Dès que j'appuie sur entrée, il l'attend. Donc par exemple, je vais mettre 10, entrée, il l'a pris, et donc j'y accède grâce à $nombre ensuite. Allez, je vous propose qu'on regarde ensemble la correction, une correction. Encore une fois, il en existe plusieurs solutions. Non, je vais faire ça. Alors, voici mon script. Donc, dièse, point d'exclamation, big bash. Nombre mystère égale donc le random de 100. Je définis un compteur à 1. Ensuite, j'écris le message, entrer un nombre compris entre 0 et 100. À partir de là, j'attends la saisie de l'utilisateur pour un nombre. Dès qu'il a saisi la première fois un nombre, je rentre dans ma boucle. Ma boucle qui va faire un test sur est-ce que $nombre est différent de $mystère. Si c'est le cas, si elle est différente, je fais un premier if, et si je regarde s'il est inférieur à mon nombre mystère. Si c'est le cas, j'affiche il est trop petit. Sinon, j'affiche il est trop grand. Tout bêtement. Si c'est pas l'un, c'est forcément l'autre. Une fois que je suis là, on est d'accord qu'on est dans la boucle. Donc, tant que $nombre sera différent de $mystère, on va rester dans cette boucle. Donc, il faut bien que je repose la question de read nombre pour que l'utilisateur ressaisisse un autre nombre. Et à partir de là, je fais incrémenter mon compteur, nom d'essai. Donc j'ai compteur est égal à $ entre double parenthèse, compteur, qui est lui-même, plus 1. C'est l'équivalent du I++. Ça va être ça en fait. D'accord? À la fin, donc je fais mon done. Donc je vais réexécuter ma boucle tant que mon égalité ne sera pas prête. Dès que j'arrive à mon égalité, donc on n'est plus différent, dans ce cas-là je sors et je fais un écho, bravo, le nombre mystère était $ nombre mystère, et vous l'avez trouvé après $compteur PC.
Est-ce que vous avez des questions par rapport, on va dire, à cette écriture, par rapport à tout ça? Est-ce que ça aurait pas été plus économique d'utiliser l'autre Powell, c'est Until? On aurait pu aussi. Parce que là, on est obligé de le faire une fois, et c'est comme les do while, par exemple. Exactement, ouais. Ça évite de dupliquer. C'est ça, on est d'accord qu'on aurait pu enlever une exécution en plus, un passage. On est obligé de le faire une fois. Exactement, c'est ça. Avec le until, on aurait pu le faire dans ce sens-là. Pareil, ici, il a mon if, on aurait pu faire un greater than, on aurait pu faire aussi deux if imbriqués pour tester si on était directement sur la valeur du nombre aussi. Après, voilà, il y a plein de solutions possibles. Il y en a qui vont préférer aussi utiliser un case pour ce genre de test. Ils vont faire un case, et à chaque fois que la valeur read est exécutée, est-ce que c'est supérieur, est-ce que c'est inférieur, ou est-ce que c'est égal? Aussi. Il va y avoir plein de possibilités. C'est ça qui est génial aussi avec la programmation en sens large, c'est qu'il n'y a pas une seule solution. Il y a votre méthodologie, votre logique qui vous paraît la plus efficiente. Là, pareil, vous voyez, j'ai initialisé compteur à 1. En général, on n'initialise jamais une variable à 1, on va l'initialiser à 0. Mais c'est parce que je suis feignant et que j'avais pas envie de l'incrémenter avant même de rentrer une fois dans ma boucle. Donc je l'ai directement mis à 1, comme ça j'ai pas besoin de faire une post-incrémentation avant de rentrer dans mon while. D'accord? Donc pareil, ça je vous donnerai, on va dire, ce petit script qui pourrait être utile à mon avis. Dans la logique, ça vous permettra de comprendre un peu plus facilement comment ça fonctionne. Alors, j'avais prévu en fait de vous faire un autre petit script ensuite. Vu l'heure, je vous propose, si on a le temps, on le fera. Et en attendant, on va peut-être aller plus sur d'autres commandes qui pourraient peut-être plus vous servir.